Bonjour à tous, donc Thomas Ripoche, je suis responsable sur la partie commerciale pour la zone européenne pour Neoload, notre outil de test de performance et de montée en charge. Et je suis donc de Tricentis et je serai ravi de répondre à toutes vos questions concernant les tests de performance et notamment l'outil Neoload. Bonjour, je suis Frédéric Lemoine, consultant en test de charge, test de performance chez Kestit. Donc c'est moi qui vais faire le plus gros de la présentation, test de charge Neoload Real Browser. Bonjour, et moi c'est Philippe Boudard, je suis responsable du département performance applicative et sécurité chez Kestit. Et donc nous allons vous présenter aujourd'hui un webinaire et une démonstration sur ce thème, test de performance, test de charge. L'idée et le sujet d'avoir une approche, un angle un petit peu différent du très traditionnel, la très traditionnelle approche protocolaire. On va vous présenter l'approche Real Browser. Je vais commencer par le sommaire. Frédéric, si tu veux mettre le slide suivant. Donc, il va y avoir une partie théorique, assez rapide, 10-12 minutes, sur laquelle on va revenir sur les fondamentaux, qui vont être, c'est quoi le test de performance, quand est-ce qu'on fait des tests de charge, comment, pourquoi. Ensuite, 2-3 slides sur la méthodologie et sur les différents principes. Et derrière, on abordera la démonstration que Frédéric mènera sur donc Neoload et le Real Browser. Et puis nous terminerons par 2-3 slides sur les avantages et les inconvénients de l'approche Real Browser versus l'approche protocolaire. Et puis vous aurez le temps, le loisir de poser toutes les questions. En tout cas, on reprendra les questions que vous aurez posées au fil de l'eau. Et là, c'est Micheline qui nous posera les questions et répondra pour vous. Donc je te passe la main, Frédéric, pour les premiers slides. Donc d'abord, on va commencer par la définition. Donc ça va être un rappel pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous ne connaissez pas bien le sujet. Donc un test de charge, ça a pour objectif de tester en charge un système qu'on va essayer d'être le plus représentatif de la réalité, avec des scénarios pertinents, en répartissant bien la charge entre les différents scénarios. Et l'objectif, ça va être de valider que la plateforme tient la cible, soit une charge utilisateur précise. Si on n'arrive pas à tenir, ça va nous permettre de faire du tuning, ça va nous permettre de détecter des points d'amélioration. Donc, les tests de charge, ça nous permettre d'avoir des indicateurs qui vont nous permettre de savoir si on est bon ou pas. Ça va nous permettre de valider qu'on a un pool de serveurs pertinent. Il peut arriver qu'on ait, par exemple, un pool de serveurs de 10 serveurs, mais en fait, on pourra le réduire à 5. Donc c'est important de faire un test de charge afin justement de réduire les coûts d'infra et de maintenance. On peut parler de Green IT. Ça peut permettre aussi d'anticiper des événements particuliers, par exemple les soldes, ça arrive bientôt. Voilà. Dès lors qu'on va faire un test de charge, on va identifier d'éventuels bottlenecks ou éventuellement savoir à partir d'une certaine charge où ça pêche. Est-ce que c'est la base de données? Est-ce que c'est serveur front? Est-ce que c'est côté back-end? Voilà. Donc, tout au long du cycle de vie de vos applications, on va faire un test de charge. Dès lors qu'on va passer sur par exemple, on est sur des serveurs physiques, on passe vers le cloud, il va falloir faire un test de charge pour voir qu'il n'y a pas de régression au niveau du service. Si on laisse les utilisateurs tester en charge notre site, tout peut s'écrouler. Donc l'objectif, c'est d'anticiper. Une mauvaise publicité, c'est quelque chose qu'on veut éviter, ou si on est sur des applications qui sont des applications métiers, on ne veut pas de perte de service, de perte de productivité et mettre en chômage technique nos utilisateurs. Donc avant la mise en production d'un site web, on va faire un test de charge, par exemple, sur une pré-production qui va être au plus proche
de la production dans l'idéal, ça va nous permettre de détecter des problématiques sur une release précise de notre application ou sur, par exemple, un nouveau système, on est sur un nouveau type de serveur, on a, par exemple, ajouté un CDN sur notre site, voilà. Donc on s'intègre parfaitement à l'approche CICD, c'est-à-dire que tout au long du cycle de vie de notre système, on va faire un test de charge. Donc on va avoir des dates précises et on va calculer avec un chef de projet quelle est la marge de sécurité qu'il nous faut dès lors qu'on a fait un test de charge pour permettre, par exemple, aux ingénieurs système ou aux développeurs de faire des correctifs. Voilà. Donc, à faire un test de charge, c'est un peu comme avoir une assurance. Donc, des exemples de situations, j'en ai déjà donné dans les précédents slides. On fait une migration, on change d'hébergeur, on était sur des serveurs physiques, on passe au cloud. Parfois, il arrive que quand on a mal géré notre infra cloud, on peut retourner vers du physique. Dès lors qu'on a des indicateurs clés qui nous montrent que le trafic évolue au fil du temps, eh bien, on peut aussi anticiper et faire un test de charge. Dès lors qu'on a une panne technique, ça arrive que parfois on n'est pas bien anticipé. Par exemple, on n'a pas fait de test de charge, on a une panne technique. Il arrive parfois qu'on doive refaire un test de charge, déjà pour valider que le ou les correctifs sont pertinents, sont valides, mais aussi pour vérifier qu'il n'y a pas de régression. Parce que parfois, on va faire des correctifs, mais derrière, ça va mener à un autre problème. Donc on a différents types de tests. D'abord, on va voir le test unitaire. Dès lors que on voit qu'on a des problèmes de performance ou de disponibilité en test unitaire, ce n'est pas encore pertinent de faire un test de charge. En tout cas, c'est pertinent d'avoir des indicateurs sans charge, des temps de réponse, voilà, entre autres. C'est important d'avoir des informations, parce que parfois un site est déjà lent avant même d'injecter de la charge. Donc si on commence déjà à faire un test de charge, on va dire que c'est lent, mais on ne saura pas si c'est la charge ou pas. Donc c'est important de faire un test unitaire en premier lieu. Ensuite, on va faire un type de test de charge qu'on appelle par palier, donc stress test. Pourquoi on fait ce tir? On fait ce type de tir parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit injecter pour tenir l'objectif. Donc on va faire un tir en montant en charge, comme si on montait un escalier. Et on peut voir à partir de quelle charge on ne tient pas, ça peut arriver, ou sinon éventuellement on sait qu'à partir d'une certaine injection, on tient l'objectif. Par la suite, on va faire un test nominal qui va nous permettre de valider les objectifs ou éventuellement de détecter d'éventuels problèmes, comme sur le stress test. Ensuite, on a d'autres tests de charge complémentaires selon le cas de figure. Par exemple, le test pic de charge qui va être fait, par exemple, j'appelle ça l'effet Roland-Garros. J'ai une publicité durant Roland-Garros, un match de tennis important. Il y a l'effet publicité, plein d'utilisateurs qui arrivent d'un coup. Est-ce que je tiens ou pas? Il faut anticiper et faire un test de charge, par exemple, en simulant un gros pic. Ensuite, on a le test d'endurance qui peut nous permettre de détecter sur plusieurs heures, jusqu'à 8, 10 heures, voire plus, des problèmes de fuite mémoire, surcharge CPU. Si on fait juste un tir d'1 heure qui valide l'objectif, c'est bien, mais ça se trouve, on va avoir des problèmes en faisant un test de charge plus lourd. Après, on a aussi des tests de charge de type volumétrique quand on a de gros volumes de données qui transitent dans nos applications. Donc maintenant, on va voir les Donc, je vais prendre la main sur la partie méthodologie. Donc, vas-y, déroule tout le slide, s'il te plaît. Un petit point sur la méthodologie. Donc, pour réaliser un test de montée en charge, on a 4 grandes étapes. On a la partie définition. On a un projet qui arrive, une demande entrante, on va analyser les besoins et on va, avec le client, définir les objectifs du test, la stratégie, le nombre d'utilisateurs et quels sont les tenants et les aboutissants de la réalisation de ce test de montée en charge. Ensuite, on a la partie préparation. Ce que j'aime bien dire sur les tests de charge, c'est qu'un bon test de charge, c'est un test où on va impliquer le métier, puisqu'on va avoir des hypothèses de travail, et le métier est un point d'entrée incontournable, limite le plus important, parce qu'on va devoir réaliser le test
en utilisant les scénarios et les entrants que seul le métier est capable de nous donner et connaît bien. Donc, on va définir des scénarios qu'on va capturer, variabiliser, soit en mode protocolaire, soit en mode real browser, et qu'on va traduire en script. Ensuite, on va travailler sur la préparation des jeux de données, puisque la partie données est également un point qu'il ne faut pas oublier. Et il faut avoir suffisamment de données pour pouvoir dérouler nos tests de façon à ce qu'on reproduise la réalité, qu'on ne tourne pas toujours sur les mêmes données. Et il y a la partie également préparation de la plateforme, que ce soit la plateforme qu'on va tester, donc l'application à tester, et la plateforme d'injection, le contrôleur, les injecteurs, qui vont nous permettre d'injecter cette charge et de mesurer les temps de réponse et ce qui se passe sur les plateformes. On arrive sur la troisième étape, l'exécution de ce qu'on appelle dans notre langage les tirs. Donc ça veut dire, comme l'expliquait Frédéric, un test unitaire, puis un test nominal, puis éventuellement d'autres types de tests. Ça va consister à injecter de la charge, arriver à un certain niveau de charge, et si on détecte des temps de réponse qui deviennent mauvais, qui ne correspondent pas aux objectifs, corriger, analyser, corriger ce qui ne va pas sur les métriques techniques souvent, et puis relancer nos tirs. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'itération, de boucle qui est représentée sur le schéma, jusqu'à ce qu'on arrive à nos objectifs en termes de type de test de performance. Et on termine le projet de test de performance par une restitution. Donc on fait un bilan, on fait un rapport détaillé, et une présentation au projet, à la direction éventuellement, pour tirer les conclusions et la valeur ajoutée du projet qu'on a mené et qui va permettre d'aller en production sereinement et avec l'assurance nécessaire pour que toutes les équipes soient rassurées. Donc, les principes de fonctionnement de ces tests. Sur ce slide, on représente à la fois la partie client, qui est sur la droite, hein, donc l'application est évidemment synthétisée par des différents types de serveurs, des serveurs de données, des serveurs d'application, des serveurs web ou autres. Et puis sur la gauche, il y a la partie plateforme d'injection, avec souvent une machine qui nous permet de piloter un chef d'orchestre, qu'on peut appeler le contrôleur si on veut, pilote le test, et puis des machines qui représentent les utilisateurs virtuels, donc des injecteurs. Et le travail du projet de test de performance, en tout cas notre travail, ça consiste à capturer les scénarios, les variabiliser et les injecter sous un format qui nous permet derrière, lorsqu'on a injecté cette charge, à la fois de mesurer des temps de réponse, les temps de réponse des scénarios et les temps de réponse précis, détaillés à l'intérieur de chacun des scénarios, page par page, écran par écran, requête par requête, mais également de prendre, vas-y Frédéric, encore une fois sur le slide, de prendre également des métriques, du monitoring, donc des métriques techniques, puisque la vraie valeur ajoutée du test de montée en charge, c'est de corréler, donc de mettre en regard des temps de réponse avec des comportements d'infra, des comportements de composants, de microservices, de web services ou autres, de façon à pouvoir détail sur ce qui se passe moins bien, ce qu'il va falloir tuner et modifier pour, on l'espère, arriver et atteindre des objectifs en termes de SLA et de KPI, de métriques. Merci. Et les protocoles, voilà, les protocoles sur lesquels on travaille de façon traditionnelle, bon, on en a pris quelques-uns, ce sont ceux qu'on rencontre le plus souvent aujourd'hui. Ce sont des protocoles qui nous permettent de voir le flux sur des couches assez basses en termes de couches ISO, mais ça ne nous permet pas de pouvoir faire des tests de charge sur l'ensemble des technologies, notamment des technologies qui ne sont pas forcément supportées par les outils traditionnels. Et c'est là qu'on arrive à une vision un petit peu différente, qu'on appelle la vision Real Browser, où on ne se positionne pas au niveau du protocole, mais on se positionne au niveau du browser, de façon à se dédouaner de ces protocoles qui peuvent être complexes à interpréter, à variabiliser, et qui proposent une solution différente, qui va être l'objet des 2-3 slides qui arrivent, et également de la démonstration, et qui sont l'objet de notre thème d'aujourd'hui. Frédéric, je te redonne la main. Voilà, donc maintenant on va voir la différence entre un scénario protocolaire et un scénario Rail Browser. Donc là, quelques phrases clés qui remontent l'importance de faire un test de charge. Voilà.
on peut voir de plus en plus que les applications sont de plus en plus complexes et que sans test de charge, on ne pourra pas en fait détecter d'éventuels problèmes. Donc, le fait de faire des tests de charge va nous permettre de les détecter, de voir d'où le problème peut venir, avec éventuellement des outils complémentaires à ceux du test de charge. On ne va pas en parler. En tout cas, c'est une assurance de faire un test de charge, car le fait de ne pas faire de test de charge, ça va avoir un impact négatif sur les revenus. Le fait d'avoir un site non performant, on va obtenir un taux de rebond très important sur notre site. C'est-à-dire que, si le site n'est pas performant, eh bien, les gens vont quitter le site assez rapidement. Dernier point, le fait d'avoir des ralentissements sur un site, ça va impacter, si on est sur un site, de vente, ça va impacter, le consommateur. Très vite, il va zapper. Voilà. Pour la partie scénario protocolaire, donc comment on fait un record? On va lancer un vrai navigateur. On va lancer un vrai navigateur seulement durant la phase de record. Donc on va faire un record un peu comme on ferait un record sur un Wireshark, par exemple. Donc on va capturer tout ce que va faire le navigateur. Donc on a d'abord le get principal, par exemple sur la page d'accueil, mais après on va voir tout ce qui va être exécuté par le navigateur. On va appeler ça des requêtes protocolaires. On va tout structurer sous forme d'étapes. On ne va pas tout mélanger, ce qui va nous permettre, quand on va faire un test de charge, d'avoir des indicateurs pertinents. Ensuite, on va variabiliser de manière à ne jamais faire la même chose. Ce qui va nous permettre d'éviter de solliciter directement le cache. Parfois, ça peut prendre du temps avant que le cache se génère, mais en tout cas, l'objectif, il est là, dans la variabilisation. Donc quand je parle de cache, c'est un peu comme si je vous posais une première fois une question, vous allez répondre moins rapidement la première fois, mais toutes les autres fois, ça va être plus rapide. C'est ce qu'on appelle au final le cache. Sur la partie Real Browser, donc la différence, c'est qu'on ne va pas faire du code. On va interagir avec une interface. Donc un scénario protocolaire, ça demande des compétences quand même en informatique. Faut avoir, on va dire, une vue développeur. Alors que quand on est sur un mode Real Browser, on va interagir avec l'interface avec des boutons. Donc ça ne demande pas de comprendre ce qui se passe derrière le navigateur, donc les requêtes protocolaires. Ça simplifie au final le scripting. On peut faire un script très rapidement. On voit de plus en plus que les sites sont très complexes et justement le fait de faire du Real Browser, ça permet de réduire le temps de développement des scénarios. Parce que parfois on a des timings assez short. Le fait de faire un test de charge Real Browser, ça permet justement de tenir les délais. Maintenant, on va passer à la démo de l'approche Real Browser. Voilà. Donc là, je vais lancer l'outil Neoload, dont j'ai appelé mon projet PetShop Pro. Donc on peut avoir dans un projet Neoload des scénarios web protocolaires, mais aussi des scénarios Real Browser. Donc on ne va pas créer un projet pour du Real Browser. Voilà. Donc pour faire un record d'un scénario Real Browser, on va faire la même chose que pour un scénario protocolaire, sauf que la différence va se faire ici. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur le rond rouge, le bouton avec le rond rouge, qui permet de faire un record sur Neoload. Et on peut voir ici qu'on a la partie web classique. La plupart du temps, on va faire des scénarios web, mais on peut aussi faire des scénarios SAP GUI, Citrix et Real Browser. Et justement, on va voir la partie Real Browser. Donc déjà, première étape, on va nommer son scénario de manière pertinente. Par exemple, c'est mon scénario 1. Donc dans les bonnes pratiques, on va appeler son scénario d'abord S0, SC01, qui va nous permettre, quand on va faire le test de charge, de savoir quel est le scénario
concerné. Je ne vais pas appeler mon scénario scénario 1, scénario 2, scénario 3, ce n'est pas pertinent. Donc là, je l'appelle scénario 1 et on va dire que ça va être le nom du scénario. On va être sur un site e-commerce, donc navigation. Je vais l'appeler navigation. Bon, je l'appelle de manière simple, mais en réalité, on ne va pas l'appeler comme ça systématiquement. Par exemple, si c'est un scénario où on fait juste, on sollicite juste des pages sans faire d'action réelle, on va plutôt l'appeler navigation simple. Dès lors qu'on va faire, je sais pas, un checkout, donc un paiement, on peut l'appeler scénario paiement. Voilà, mais on essaie d'avoir des scénarios pertinents, avec un nom pertinent. Donc là, je fais OK. Donc j'ai tout laissé par défaut. Donc j'ai bien mon navigateur qui se lance. Donc d'abord, je vais mettre un nom de transaction, donc S01, P01 pour l'étape 1 et accueil. Voilà. Donc j'ai mis le S01 pour que ma métrique soit une métrique pour le scénario 1. Comme ça, quand je vais faire mon tir, je saurai que cette métrique concerne le scénario 1. Si je mets juste accueil, eh bien derrière, quand je vais avoir une métrique accueil, je ne saurai pas de quel scénario il s'agit. Donc pour le scénario, pour ce scénario, donc on a dit scénario 1, la première étape c'est S01, deuxième point on met P01 pour étape 1, et ensuite le nom de le nom de la métrique, par exemple la page d'accueil. Donc là on est sur la page d'accueil. Ensuite, je vais aller sur une page, on va appeler catégorie. Donc là, je fais P02 pour étape 2. Donc catégorie. Donc là, je vais cliquer sur fiche. Donc là, on peut voir une catégorie qui s'affiche, la catégorie fiche. Ensuite, je vais créer une nouvelle étape que je vais appeler produit, par exemple. Voilà, donc c'est P03, produit. Donc là, je clique sur le premier produit. Voilà. Ensuite, je crée une nouvelle étape que j'appelle Add to cart. Voilà, add. Ah mince, ça c'est. Que j'appelle Add to cart. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai bien ajouté mon produit en panier. Et pour finir, je vais faire simplement une recherche. Donc, recherche. Voilà. Donc, si je me trompe sur le nom d'une transaction, on peut toujours revenir dessus plus tard, comme sur un scénario protocolaire. Donc là, par exemple, je vais saisir bulldog et je fais entrer. Donc là, on voit bien que j'ai une page qui s'affiche avec un bulldog. Voilà. Et là, on peut dire que j'ai fini mon scénario. Donc je clique sur le carré. Donc là, je vais attendre un peu que le scénario se génère. Voilà, donc là, j'ai bien navigation qui s'affiche. Voilà. Donc là, on peut voir mon scénario qui s'est bien généré. Ça ressemble beaucoup à un scénario protocolaire, mais l'une des différences, c'est que j'ai deux éléments. Surtout celui-ci, on peut voir des informations. Ah voilà, ça c'est une page qu'on a normalement systématiquement, mais moi je l'ai en différé. Mais c'est assez classique, vous l'avez aussi sur les scénarios protocolaires. Donc je disais, dans la partie action, je vais aller dans la partie try. Try. Sur la partie catch, c'est la partie où on a des ordres, mais là, il n'y en a pas. Donc, on n'a rien. En tout cas, on peut avoir des informations sur cet élément open browser, la résolution, le type de navigateur, et ensuite time zone, user agent. On peut simuler le user agent, mais c'est pas ça qui va faire qu'on aura un stress différent. Donc, comme je dis, on a différentes étapes. Là, vous voyez, je me suis trompé sur le numéro d'étape. Bah, c'est quelque chose que je peux modifier. J'ai mis 5, mais en fait, c'était 4. Et ici, c'est 5. Voilà. Donc là, je vais hop, vous montrer plus en détail
comment ça fonctionne. Donc là, on a un premier get sur le site web Pet Store. Voilà, je dis Pet Store. Et ensuite, on a les requêtes, enfin les actions clavier qui se font après. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, imaginons, j'ai fait un scénario en recette. Eh bien, je peux changer l'URL ici. Et toutes les actions que je vais faire après vont être adaptées à l'URL saisie précédemment. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, donc là, on peut voir qu'on a fait un clic sur le mot fiche. Voilà. Ensuite, on a fait un clic sur un produit. Voilà. OK. On a ajouté en panier le produit. Et pour finir, on voit qu'on a fait une recherche. Vous voyez, c'est assez simple, assez lisible. Donc ça, c'est mon scénario. Donc si je l'exécute, bah, il n'y aura aucun souci. Là, je vais faire la même chose systématiquement si j'exécute mon scénario, mais au final, il est fonctionnel. Si on était sur un scénario dit protocolaire, avec entre autres de l'ajout panier, le scénario ne fonctionne pas parce que l'ID de mise en panier est dynamique. Vous pouvez voir que ça s'exécute quand même assez vite. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà un scénario fonctionnel, chose que je n'aurais pas sur un scénario protocolaire. Donc maintenant, on va passer à la variabilisation. Je ne vais pas attendre qu'il finisse. Voilà. Donc d'abord, je vais commencer par exemple, la recherche. Donc sur la partie recherche, alors qu'est-ce qu'il me fait? OK. Donc c'est pas du tout ce que je veux faire. Ça, en fait, c'est un clic sur le champ recherche. Donc bah, ça, je ne vais pas le variabiliser, hein, on est bon. Et ici, on peut voir le mot bulldog. Eh bien, moi, je ne vais pas solliciter systématiquement le cache, donc on va variabiliser cette partie. Donc je double-clique sur bulldog. Bon, j'ai déjà chargé mon jeu de données, hein, donc je ne vais pas vous faire une démo comment insérer un jeu de données. En tout cas, j'ai inséré 3 jeux de données. Un jeu de données où on a des pages catégories, voilà. Un jeu de données avec des mots-clés. Et dernier jeu de données, un jeu de données avec que des produits. Voilà, grosso modo, c'est ça mon jeu de données. Donc chacun de ces jeux de données est dans un ordre aléatoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais solliciter le jeu de données, je vais prendre une URL ou un mot-clé aléatoirement. Comme au final, on essaie de représenter la réalité. Donc ensuite, je peux cliquer sur OK. Donc j'avais créé mon jeu de données précédemment. On a dit qu'on était sur de la recherche. J'ai appelé la recherche keywords. Donc je vais faire OK. Ça m'a automatiquement remplacé le mot-clé. Ensuite, je vais exécuter mon scénario pour vérifier que bah, tout va bien. Donc là, j'ai bien mon scénario 1. J'exécute. Là, ça va aller assez vite. Là, on lance le navigateur. Hop. Il clique sur fiche, ajout panier, il fait une recherche, vous voyez, rattlesnake. Voilà. Donc là, si je vais sur la fameuse recherche, donc ici, on voit bien le mot qu'il a saisi. Et sur le résultat, après avoir cliqué sur le bouton recherche, hein, search, on a ce qu'il a vu. Et je peux comparer avec ce que j'ai record. Donc ça, c'est assez pertinent. Voilà. Mince. Voilà. Donc là, on voit que ça s'est bien passé, la variabilisation de recherche. Maintenant, on va passer à la partie add to cart. Donc, pour faire la variabilisation de cette partie, je vais simplifier le scénario. Donc là, on peut voir au niveau du sélecteur qu'il me recherche toujours le même produit. Il se trouve que si je variabilise cette partie-là, on ne sera pas bon. Donc, je vais supprimer ces informations.
Voilà. Mince. Et ensuite, je vais tester pour voir s'il arrive toujours à me faire une mise en panier. Parce que, en fait, sur sa sélection, il avait des informations sur le produit que je voulais ajouter. Sauf que moi, comme je vais tout variabiliser, ce ne sera jamais le même produit. Donc là, on voit qu'il a réussi à faire la mise en panier. Donc là, ma modification a porté ses fruits. Vous voyez, ça a été assez vite. Je n'ai pas eu à chercher un ID spécifique, ID que j'aurais dû extraire avec un scénario protocolaire. Voilà. Donc ça, c'est variabilisé. Maintenant, on va passer à la partie produit. OK. Donc là, ça va être simple. Je vais simplifier le scénario. Hop. Et on va utiliser tout en bas à gauche, si vous avez une licence Real Browser, Neoload, vous aurez la possibilité d'utiliser ces commandes Real Browser. Donc là, on va utiliser Navigate. Là, je vais insérer très simplement Navigate. Donc là, je vais dire Navigate produit, par exemple. Je vais faire la même chose ici. Donc, je désactive pour la catégorie. Je désactive ceci. Je refais la même chose, Navigate, sauf que là, je vais dire Navigate. Catégorie. Voilà. Donc là, on voit qu'on n'a pas encore de value sur la ligne URL. Donc, je vais devoir saisir une URL. Mais nous, on va plutôt insérer un jeu de données. Donc là, sur la partie produit, voilà, je vais insérer un jeu de données que j'ai inséré précédemment. Attendez, là, j'ai un problème sur mon jeu de données. Tac. Hop. Catégorie, page produit. OK. OK, bon. Donc là, j'ai inséré mon jeu de données. OK. Et après, sur la partie catégorie, je fais pareil. Voilà. Vous voyez que j'ai bien coché remplacer la valeur actuelle. Donc là, si j'exécute mon scénario, on va aller taper sur un jeu de données que j'ai ajouté précédemment. Donc, on a les mots-clés ici, je vous les ai montrés tout à l'heure. On a, bon, il exécute, tac, tac, voilà. Donc là, il s'est bien exécuté. Les catégories, j'en ai 5. Et produits, 3, 6, il y en a 10. Voilà. Donc là, si je regarde le résultat de l'exécution, on voit qu'il n'y a aucune erreur. Et plus dans le détail, si je vais sur une catégorie, donc là, on voit la réponse avec le code HTML, on voit la requête, on voit qu'on était sur 4. Quand j'ai fait le record avec vous, on a pu voir qu'on n'était pas sur la page 4, on était sur la page Birds. Si on va ensuite sur la page produit, on voit qu'on est sur la page FIFW, enfin voilà. En tout cas, on voit que on est sur quelque chose de différent. Voilà. Pour finir, on va voir les assertions, comme on fait les assertions. Donc, par exemple, on peut mettre une assertion sur un résultat. Par exemple, le fait qu'il ait vu le bouton recherche. Moi, je vais cliquer, je vais faire un copier-coller. Donc, la réponse qui me dit qu'il a bien pressé le bouton recherche, je vais mettre une assertion. Donc là, je clique de droit, sélectionner dans le code. Et donc là, je suis sur l'étape sur laquelle je vais mettre une assertion. Donc là, je clique sur validation. Donc c'est la même chose que sur un scénario protocolaire. Je fais plus. Et je mets key pressed. Donc là, on a une première assertion. On va en mettre éventuellement d'autres.
par exemple sur la page HTML, une petite dernière. Voilà, mais en théorie, il faut en mettre à chaque étape. Donc là, sur la réponse, je vais chercher par exemple le title JPEG démo. Donc là, je copie. Validation, plus, je colle, je fais OK. Voilà, donc là, j'ai mis une assertion aussi sur la page d'accueil. Donc ça va nous permettre d'être sûr qu'on n'a pas une page blanche et que le site y répond bien, parce que parfois, on peut avoir des problèmes. On a une 200, mais en fait, c'est une 500 cachée. Là, le scénario s'exécute. Voilà. Donc là, la différence, c'est que maintenant, on va avoir un champ assertion. Donc là, on voit qu'il y a une première assertion, c'est celle concernant le search. Donc on a bien trouvé le bouton et on a bien cliqué dessus. Et ici, on a une assertion sur la page d'accueil. Donc dès lors que une assertion n'est pas trouvée, on va avoir une erreur. Donc dans les bonnes pratiques, par rapport à mon scénario, je vais lui dire s'il y a une erreur, il va à l'itération suivante. Et pareil, si une assertion échoue, il va à une itération suivante. Voilà. Donc là, je vais, pour finir la démo, forcer une erreur. Donc là, vous voyez, j'ai mis JPEG Store démo, je vais mettre DX, voilà. Je vais faire OK. Et donc là, si j'exécute mon scénario, il va tomber en erreur. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, le scénario tombe en erreur. Oui, donc pour finir cette démo, je vais montrer rapidement le scénario protocolaire et ensuite on va passer à la suite. Donc là, on a un scénario protocolaire. Donc là, vous voyez qu'il y a la page catalogue qui a été sollicitée et on a une sous-requête qui a été aussi jouée. Donc là, imaginons que sur la page d'accueil, on ajoute plus tard une nouvelle API. Peut-être que ça va faire une requête supplémentaire. Et moi, sur mon scénario protocolaire, c'est figé, je ne l'aurai pas. Quand on est sur un scénario réel browser, je lance un vrai navigateur et derrière, je l'aurai. Donc, je ne serai pas impacté. Si, imaginons, j'ai un scénario qui fait une connexion sur un espace client, si je change le type de compte, je ne vais pas solliciter les mêmes API. Sur un scénario protocolaire, c'est impactant. Sur un scénario réel browser, ça ne l'est pas, parce qu'on est sur des boutons. Voilà. OK, donc là, j'ai fini la démo. Ouais. Donc les avantages d'un scénario réel browser, c'est qu'on va réellement lancer un navigateur web. Donc derrière, on ne va pas être impacté par d'éventuelles évolutions. Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple d'un scénario qui se connecte à un espace client. Parfois, l'application va évoluer dans le temps et il y a des API qui ne seront pas sur une release précise, mais plus tard, on va les avoir. Eh bien, quand on est sur un scénario protocolaire, il faudra éventuellement refaire le scénario, alors que si on est sur un scénario réel browser, on n'aura pas à le refaire, vu que toute la partie protocolaire, on va dire, est gérée par le navigateur. Donc nous, on ira juste sur des pages, on va faire des actions utilisateurs en touchant à l'interface, mais d'ailleurs, on ne va pas gérer ce qu'il y a derrière le navigateur. Donc c'est plus simple, plus maintenable. On va pouvoir supporter des protocoles qui ne sont pas forcément supportés sur du protocolaire, ou sinon ça va être très compliqué de faire un scénario. On peut avoir des délais qui sont très, très, très courts et on n'a pas le temps de tout développer. Ça prend du temps de comprendre comment fonctionne une application. Ça peut être pertinent de faire un scénario réel browser. On peut faire quelque chose d'hybride aussi, avoir des scénarios réel browser qui fonctionnent lors d'un test de charge avec des scénarios protocolaires. On a des tests plus réalistes parce qu'on va vraiment
lancer de vrais navigateurs. Voilà. Pour ce qui est des inconvénients, comme on teste l'interface, s'il y a des bugs d'interface, on va être impacté. Avec un scénario protocolaire, si on a développé un scénario et qu'il y avait pas de bug à l'instant T, eh bien, on a pu faire un record complet et dès lors qu'on va jouer le scénario, on sera pas impacté par, ce bug. Par contre, si on fait un scénario Real Browser, systématiquement, s'il y a un problème sur un bouton, on ne pourra pas aller plus loin. Donc, ça, c'est l'un des inconvénients. Autre inconvénient, le fait qu'on lance des navigateurs, ça va nous faire consommer plus de ressources sur les serveurs d'injection. Donc, on va consommer plus de processeurs, plus de mémoire. Ce qui va au final demander d'avoir un pool de serveurs d'injection plus important. Après, pour le calcul, il faut d'abord faire un test de charge avec un certain nombre de V-users. Tout dépend du site web testé. Il y a des sites web qui vont être plus gourmands que d'autres. Tout dépend du traitement qui est fait par le navigateur pour chaque V-user d'injection. Quand on fait aussi un test de charge avec un réel navigateur, ça va être plus long qu'avec un protocolaire parce qu'il va y avoir du traitement navigateur. Quand on va faire un test de charge protocolaire, il n'y a pas de traitement navigateur. On va avoir un navigateur seulement durant le record. Le fait de faire un test de charge réel navigateur aussi, ça va, comme je l'ai dit, impacter les coûts d'infrastructure. Qui dit plus de serveurs dit un coût plus important. Voilà. Thomas, je te laisse conclure. Écoutez, avec plaisir. Donc, merci beaucoup pour cette présentation détaillée des avantages de la technologie Real Browser, donc de piloter des navigateurs pour faire des tests de charge. Et on va revenir juste sur une minute sur les avantages de Neoload dans ce contexte. Le premier, c'est que Neoload est un outil, comme vous l'avez vu, qui est plutôt orienté no-code, low-code. Et pour une bonne raison, c'est pour vous permettre d'être plus efficace rapidement. Et ça, plus efficace, ça va vouloir dire être capable d'apprendre et de maîtriser l'outil avec une courbe d'apprentissage très rapide, mais aussi d'être capable de l'intégrer, puisque Neoload a de nombreuses fonctionnalités pour s'intégrer dans les chaînes d'outils de développement et d'être capable de faire du testing de performance en continu et pour adresser aussi certaines des thématiques d'aujourd'hui, notamment la nécessité d'être capable de maintenir les scénarios très rapidement, mais aussi de maintenir la solution et de simuler des utilisateurs de manière réaliste, puisque le but des tests de charge, c'est toujours d'avoir une vision aussi proche possible de la réalité. Donc vous serez capable de simuler des conditions de bande passante et des conditions, j'allais dire, de rendering du navigateur. C'est ce qu'apporte Real Browser. Les autres points sont que la technologie Real Browser est inclue maintenant par défaut dans toutes les éditions Neoload, donc vous pourrez l'utiliser. Neoload a aussi la capacité de consommer moins de ressources que les autres outils qui pilotent des navigateurs et la capacité aussi de bénéficier de ce qu'on va appeler l'infrastructure dynamique ou le cloud, donc d'être capable d'avoir de l'infrastructure à la volée, de monter des infrastructures à la demande pour la réalisation des tests, et ce qui permet de s'affranchir de l'une des problématiques de l'utilisation de navigateurs pour les tests de charge, qui est la consommation plus importante d'infrastructures. Donc là, avec cette capacité que Neoload a, ça sera un facilitateur pour vous pour l'implémenter. Et le dernier point, c'est que Neoload, avec la R&D qui est basée à côté de Marseille, continue à évoluer tous les jours et s'assure, dans le cadre de Real Browser, mais de l'utilisation de l'outil de manière générale, que vous avez toujours les dernières mises à jour, que ce soit en termes de navigateur dans le cadre de Real Browser, mais aussi de la solution pour apporter plus d'innovation. Le but final étant que les experts que vous avez eus aujourd'hui, comme Frédéric et Philippe, sont très rares sur le marché et qu'il faut être capable d'en tirer le meilleur parti. Et en tirer le meilleur parti, ça veut dire qu'ils soient capables de travailler sur les points importants. Et les points importants, ce n'est pas la réalisation des scripts ou leur maintenance, mais vraiment
les préconisations, l'exécution des tirs et l'optimisation de vos applications et de vos infrastructures. Donc voilà en quelques mots les grands bénéfices de Neoload et je serai ravi de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à nous contacter. Vous avez également mes coordonnées si vous souhaitez, si vous avez des questions, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à me les poser et puis je transmettrai. Mais dans tous les cas, on viendra vers vous avec le replay et aussi les coordonnées des différents intervenants. Comme ça, vous pourrez aller rentrer un peu dans la partie technique et aller un peu au cœur du sujet avec les experts directement. Merci à tous et puis je vous souhaite un bon appétit. Merci aux différents experts et un bon appétit et bon après-midi ensuite. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi. Bon appétit. Merci à tous.